Ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine des incendies. Vous avez deux types de départ d'incendie. Le premier, c'est ceux qui sont d'origine humaine et les deuxièmes, c'est ceux qui sont de catastrophes naturelles. Sur ceux qui sont d'origine humaine, vous avez deux types de catégories. Ceux d'origine criminelle et ceux qui sont involontaires, notamment en laissant des petits mégots ou des erreurs qui sont humaines. Sur ces points-là, vous ne pouvez pas les maîtriser. Notamment, vous ne pouvez pas maîtriser le nombre de faits parce que ça dépend de l'activité humaine. Il faut regarder l'évolution de l'attitude des personnes. Soit vous prenez en place une législation pour contrôler ces départs de feu et donc interdire l'accès à certaines forêts, etc. Ça, c'est le premier élément. Mais ça ne repose pas du coup sur une question de moyens, ça repose sur une question de réglementation publique. Sur le deuxième élément, qui sont les catastrophes naturelles, là c'est beaucoup plus intéressant parce que qu'est-ce qui se passe avec la question du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est pas uniquement que les températures deviennent plus élevées, c'est effectivement que la température moyenne au sein du globe devient plus élevée, mais surtout, et c'est ça élément le plus intéressant, c'est que les catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus récurrentes et de plus en plus récentes. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez de plus en plus d'incendies. C'est pour ça qu'en fait, chaque année, vous avez des commentaires sur les incendies, alors qu'il y a 20-30 ans, vous n'avez pas ce type de commentaires. Et donc, comment on fait pour y répondre? Parce que si vous avez ce type d'événement, et ben, du coup, il faut que les pouvoirs publics puissent y répondre. Ça repose sur deux biais. Normalement, vous pouvez le faire de ce qu'on appelle, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec les pompiers qui sont mobilisés dans le sud, notamment en Gironde, c'est-à-dire vous adaptez les ressources de l'État pour que les pompiers y viennent. Mais quand vous arrivez dans ce type de moment, vous arrivez aussi au moment de canicule. Donc, est-ce que vous pouvez adapter les ressources, notamment de pompiers qui doivent aider les personnes âgées dans les grandes métropoles, à Paris, à Lyon, etc., ou même dans tous les territoires, alors que vous avez également un départ d'incendie? Je pense que le meilleur moyen, c'est de pouvoir augmenter les moyens, notamment parce qu'on sait qu'à cette période, dans les années à venir, dans les décennies à venir, vous aurez toujours plus d'incendies. Et donc, du coup, il faut que l'État français, en coordination éventuellement avec les autres États européens, parce que sur la question des Canadair, sur la question des moyens matériels, vous pouvez les mutualiser désormais. Il faut augmenter les moyens pour pouvoir y répondre. La faute de l'État et la faute notamment du gouvernement, c'est de savoir qu'il y avait des incendies et qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas y répondre. Emmanuel Macron avait dit, notamment dans la campagne présidentielle, je lutterai contre le réchauffement climatique. Apparemment, c'est que de la com. Et il est incapable d'y répondre concrètement sur des actes. Non, je pense que c'est quasiment fini pour elle et elle est au courant. Elle est au courant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce qu'on a pourtant eu, vous avez entendu la Première ministre, Elisabeth Borne, qui continue à la soutenir. Oui, mais c'est pas elle qui décide. Bah voilà, c'est ça, c'est pas elle qui décide en fait. D'accord. Bon, je pourrais dire que c'est toujours intéressant d'avoir son avis, mais je dirais aussi qu'on s'en fout complètement. Pourquoi est-ce qu'elle est dans une situation compliquée? Parce qu'au départ, avant qu'Elisabeth Borne soit nommée, la rumeur, elle voulait que ce soit Catherine Vautrin qui soit nommée. Et Catherine Vautrin était bloquée sur une seule raison, donc pas sur son appartenance politique ou sur ses idées, etc., sur une seule raison, sur la question de sa participation au mariage pour tous. Et ensuite, ça avait conduit notamment au cadre de la majorité, Richard Ferrand, Castaner, etc., qui ne sont plus là maintenant, à notamment se mettre en opposition face à Emmanuel Macron pour demander le fait qu'elle ne soit pas nommée. Caroline Cayeux, qui n'a pas de poids politique, qui n'a pas de parti avec elle, qui n'a pas de grand soutien, qui n'apporte pas beaucoup de troupes et qui ne permet pas notamment de lutter, de calmer les élus locaux pour Emmanuel Macron, pour quelle raison Emmanuel Macron se garderait, comme vous l'avez dit, ce caillou dans la chaussure? Il n'y a quasiment aucune chance en fait qu'il la conserve. Parce que l'origine du macronisme, même s'il est très flou idéologiquement sur les questions économiques, ils ont changé d'idée 150 fois. Sur la question du nucléaire, ils ont changé 150 fois. Il y a une seule idée sur laquelle ils n'ont pas changé, c'est la question du progressisme et notamment de la lutte, notamment sur ces idées-là, donc contre ce qu'ils appellent le conservatisme, sur les idées notamment du mariage pour tous. Et sur cette question-là, ils vont rester cohérents parce que c'est leur cible électorale et pour ne pas se mettre en contradiction en vue d'une élection législative anticipée, ils ne pourront pas garder Caroline Cayeux et c'est pour ça qu'elle va partir sur zéro. Parce que quand elle dit sur son interview, elle dit notamment, j'ai dit des propos il y a 10 ans et je le regrette désormais. Mais elle les a confirmés sur Public Sénat en début de semaine. Et c'est pour ça que ces excuses ne sont pas sincères pour les membres de la majorité. Il y a plusieurs points sur la question du coronavirus. Le point essentiel, c'est que c'est la doctrine qui a été mise en place depuis 2021 dans la plupart des pays occidentaux, c'est il faut vivre avec le virus. C'est la thèse notamment de Boris Johnson qui a suivi celle de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de garder le moins de restrictions possible pour laisser le plus possible les gens sortir avec néanmoins des prises de précaution. Et quelles sont ces prises de précaution? C'est quasiment les mêmes que celles qu'ont fait les pays est-asiatiques après l'apparition du SRAS 1, 2, 3, 4. Et en fait, nous, l'essentiel qu'on doit prendre en compte, c'est que nous aurons des nouveaux coronavirus, nous aurons de nouvelles maladies. Et c'est comment on fait pour y faire face et pour ne pas avoir tous les 3 mois un débat sur est-ce qu'il faut enfermer les gens chez eux, est-ce qu'il faut faire en sorte de distinguer les commerces essentiels ou non essentiels, est-ce qu'il faut faire en sorte que les personnes âgées restent chez eux et les jeunes puissent sortir ou pas. La question essentielle, c'est comment on fait pour vivre avec ces nouvelles menaces. Nous aurons des nouvelles menaces. Le rapport Global Britain sorti notamment par l'Angleterre démontre notamment qu'en raison de l'agriculture intensive, vous aurez l'apparition de nouvelles menaces, donc ça s'appellera pas coronavirus, mais vous aurez différentes maladies. Et maintenant, la conclusion de tout ça, c'est même plus peur? Non, moi je pense qu'il faut faire en sorte de pouvoir vivre avec. Nous avons réussi à vivre avec la grippe, nous avons réussi à vivre face à toutes les maladies. La France a résisté depuis plus de 1000 ans à tous les défis possibles, aux guerres, aux défaites
prêté aux occupations et nous, on aurait peur uniquement d'un virus et on est capable d'enfermer 66 millions de Français à cause d'un virus. Non, au bout d'un moment, il faut changer d'opinion. La France est capable de résister si elle s'en donne les moyens et surtout si elle adopte une stratégie qui est claire. L'essentiel, c'est de mettre en place une bonne stratégie et une bonne vision pour réussir ça. On va moindre des choses. Et pourtant, c'est même pas une évidence ça non plus, puisque la procédure ne le prévoit pas. Donc ces hommes risquent d'être purement et simplement libérés à la fin du mois. C'est en tomber de sa chaise quand même. Évidemment, parce que ce qu'on a, c'est pas des criminels de droit commun. C'est pas des gens qui ont volé une sucette à un gamin. Des meurtriers présumés. C'est des personnes qui ont commis une fusillade. Et donc ces personnes-là pourraient sortir à cause des règles de procédure. Il y a deux faits qui sont scandalisants dans ce point-là. Le premier point, c'est que la justice n'avait pas été capable de rendre une décision au bout de 4 mois, parce que les tribunaux sont malmenés, notamment parce qu'il y a trop d'affaires et que les magistrats n'ont pas le temps. Mais quand vous regardez les moyens de la justice en France, nous dépensons par habitant 2 fois moins que l'Allemagne. Comment ça se fait que la France, qui dépense 65% de PIB, n'est pas foutue d'assurer la sécurité et la justice, qui sont des missions régaliennes en France? C'est ça qui est inacceptable dans cette décision. Et il y a un deuxième point, c'est la question de l'état de droit. L'état de droit n'est pas un état de droit pour les Français. Il faut bien que les Français comprennent ça. C'est un état de droit qui favorise les délinquants et les criminels. C'est-à-dire que les règles de procédure mises en place non seulement par la France, mais également par les traités internationaux et les traités européens que nous avons signés, fait en sorte de donner plus de droits aux criminels et aux délinquants, notamment pour respecter ce qu'ils appellent les procédures de droit classique, etc. Mais sur ces questions-là, pourquoi est-ce qu'elles ont été prises, ces décisions? Elles ont été prises notamment après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l'arbitraire et l'autoritaire de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce qu'en Europe, dans toute l'Union européenne... Ça date là, de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que nous avons un risque de menace fasciste en Europe? Un seul État qui risque un menace fasciste. Non, vous n'avez pas ce risque-là. Et donc je pense qu'il faut réviser les procédures parce que il faut adapter les règles de droit à la question de l'ère du temps et à la question des défis du temps. Et les défis du temps sont lesquels? C'est de lutter contre les différents crimes parce que la société s'est radicalisée, s'est polarisée, donc vous avez de plus en plus de crimes. Et deuxième point, il faut faire en sorte que les peines soient plus lourdes parce qu'elles soient adaptées aux nouveaux principes de la justice. Quels sont les nouveaux principes de la justice? C'est qu'avant, on considérait que les personnes étaient réhabilitables dans la société et donc du coup on faisait des peines qui étaient plus courtes pour les permettre de les réinsérer. Est-ce que quand vous avez commis une fusillade et que vous avez venu avec des armes lourdes pour tuer des gens, vous êtes réinsérable dans la société? Est-ce que quand vous avez une personne qui est délinquante du droit commun mais qui a 18 ans, a 25 chefs d'inculpation contre lui, vous êtes réinsérable dans la société? Je ne pense pas. Et donc du coup il faut faire évoluer nos peines. Moi je pense petit à petit comme sur le modèle américain. Il ne faut pas confondre parce que dans cette affaire il n'y a pas une question de décision des magistrats qui seraient laxistes et qui n'appliqueraient pas des peines suffisamment fortes. Là c'est une question de procédure. Oui, mais il y a un autre point. C'est parce qu'ensuite, ces personnes-là, même si elles sont jugées, vous avez eu le procès du siècle, le procès de Salah Abdeslam, et vous avez vu que vous avez pu mettre en place la perpétuité réelle. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a 3 sujets. La question des moyens de la justice, faire évoluer l'état de droit pour que les procédures soient davantage favorables aux victimes qu'aux délinquants. Et le 3e point, qui doit être amené sur les prochaines règles de révision des moyens de la justice, parce que Emmanuel Macron avait lancé les états généraux de la justice, c'est la question d'alourdir les peines pour faire évoluer le droit par rapport à l'évolution de la société. Et, on peut taper au porte-monnaie, mais pas à l'identité de genre, manifestement. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que finalement ça va dans le sens du temps? Je ne dirais pas que c'est le sens du temps, je dirais que c'est une décision notamment prise par les élites. Pourquoi est-ce que les élites et l'administration prennent ce type de décision? Parce que le gouvernement et l'administration, comme d'habitude, est fort contre les faibles contre les forts. Ils ont cédé à la tyrannie des minorités. Est-ce que quand vous dites des personnes sont heurtées, ça représente combien de personnes sur le stock global? Il y a 66 millions de Français. Il y a combien de personnes qui seraient heurtées par une décision en vous appelant madame et monsieur? Donc ce qu'assiste notamment, et ce qu'on est en train d'assister notamment avec ce gouvernement et cette administration, c'est la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que c'est les minorités qui font pression pour faire évoluer l'ensemble. Est-ce que c'est aux minorités de s'adapter à l'ensemble ou est-ce que c'est à l'ensemble de s'adapter à la minorité? C'est le défi qui va être posé à la civilisation française. Mais vous avez le sentiment qu'il y a des minorités qui militent pour ce genre de courrier ou est-ce que c'est pas simplement le gouvernement qui fait, ou l'administration qui fait du zèle sur ce genre de choses? Non, c'est parce que vous avez des personnes qui sont des collectifs très bien constitués, notamment les woke, etc., qui vont faire pression sur l'administration en disant, ou à Sciences Po, ou les différents organes, pour dire si vous ne prenez pas tel type de décision, si vous ne mettez pas en place l'écriture inclusive, c'est que vous êtes raciste, vous êtes antisémite, etc. Et ces personnes, pour éviter notamment de faire face à ça, décident de céder eux-mêmes. Et je pense que c'est le défi, et je terminerai dessus, de notre civilisation. C'est est-ce qu'on garde notre modèle unitaire français qui a fait notre succès, notre rayonnement pendant plus de 1000 ans, ou est-ce qu'on s'adapte à la culture anglo-saxonne de l'accommodement déraisonnable? Et la question qui est posée est la suivante, c'est est-ce que c'est aux 60 millions de Français de s'adapter